Chapter BXX Murder XX.g. S'enserre le pendentif de jade, cherchant la chaleur d'une promesse. Le seigneur Dianzi le regarde avec une froideur qui coupe sa respiration. Ce pendentif de jade brûle maintenant pour marquer une âme effacée. Ton maître est le traître qui a brisé l'équilibre. Narration. Tout commence avec le parchemin du vent favorable, un objet si puissant qu'il rassemble tout sur son passage. Et tous les sorciers du monde deviennent fous de désir pour lui. Car si tu le trouves, ton souhait devient réalité. Et c'est trop tentant pour quiconque. C'est là que Santu entre en scène, un homme obsédé par la recherche de son maître, le seigneur Exianzi, à cause d'une promesse faite dans leur enfance. Type, je te retrouverai, peu importe le temps qu'il faudra. Mais les choses tournent mal quand Exianzi est accusé de voler le parchemin. On le détruit devant Santu, déchire son âme et le laisse sans possibilité de renaissance. Brutal. Santu erre des années à travers le monde mortel, cherchant la moindre trace, le moindre signe, comme si sa vie en dépendait. Et en réalité, elle en dépend. Mais quand il finit par retrouver quelqu'un d'identique, l'homme le regarde avec une froideur pure et lui lance qu'il n'est pas lui. Un coup bas qui le laisse comme un étranger. Pourtant, Santu garde son attitude. Peu importe combien de temps cela prendra, peu importe les complots dans l'ombre, il récupérera ce lien à tout prix. Pour comprendre le risque, ce parchemin est le manuel de l'ordre naturel, et le royaume céleste l'a scellé à clé pour mettre fin une fois pour toutes à la guerre éternelle entre immortels et démons. Que Exianzi, un gardien respecté, ait tenté de le voler fut la trahison la plus grande, une manœuvre qui brisa l'équilibre et le condamna à disparaître de l'existence. Santu se réveille de cette cauchemar sans fin, encore une fois voyant son maître s'éloigner devant ses yeux, comme si le traumatisme était un cycle qu'on ne peut pas arrêter. Des siècles ont passé, et même s'il est désormais un dragon céleste, possédant tout le pouvoir du monde, il ne se sent pas plus complet. Ce vide laissé par son maître est toujours là, comme si rien ne pouvait le combler, pas même un pouvoir absolu. Tout le monde croit que l'âme de son maître a été effacée complètement, comme s'il n'avait jamais existé. Mais toi, tu ne le crois pas. Tu sens qu'elle est toujours là, vibrante quelque part dans le monde mortel, comme un écho qui ne s'éteint pas. Alors, sans plus attendre, Santu décide de descendre pour enquêter. Convaincu que l'histoire officielle sur la trahison de son maître est un mensonge et qu'il veut maintenant le prouver. Il ne laissera pas le passé rester un mur entre lui et la vérité. Pendant ce temps, en bas, sur terre, l'homme à la flûte s'arrête en sentant une présence familière descendre du ciel. Il sait qu'on le suit et l'air devient tendu, comme si tout le monde retenait son souffle. Santu est déjà dans la forêt, prêt à affronter ce qui vient. Le pendentif de jade commence à vibrer comme s'il était vivant, et Pume, juste au moment où il en a besoin, il a raison. Aucun doute, la piste est réelle, et il est presque arrivé. En quelques pas, il va de nouveau se retrouver face à son passé. Pendant que Santu descend dans le monde terrestre, nous découvrons l'immortel King Yu et son disciple Kang Yue plongés dans leur propre drame. Ils croient que l'exécution de Exianzi fut une juste vengeance cosmique. Le vieil homme ne bouge pas un soupçon de culpabilité, rien. Mais entre eux, tension. Je n'aime pas ce type, mais je suis son disciple, et on sent qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Après la réunion, Kang Yue lâche la bombe. C'est lui qui a tenté d'effacer Santu de la carte. Il l'a jeté du précipice il y a longtemps, comme de la poubelle. Là, il dit « Mon petit frère est mort, c'est fini ». Il célèbre comme si ce n'était plus un problème. Mais attention, tu n'as aucune idée de ce qui arrive. La scène saute à Linshui, où tout le monde est fou. Tout le monde attend que le dieu de la fortune descende pour leur offrir chance, comme un événement de masse. Au milieu du chaos du marché, un garçon mystérieux observe tout calmement. Le ciel se fend en deux tandis que cette divinité entre avec tout le hype autour. Santu suit la piste de son pendentif, comme un GPS du destin. Et au milieu de cette marche, il se souvient du jour où on l'a jeté dans le vide. Non, ce n'était pas un accident. Il en est plus que certain. L'exécution de son maître et le vol du parchemin sont pleins de merde cachée. Pendant ce temps, au royaume céleste, Kang Yue va voir le vieux Xingyu pour confirmer que des siècles se sont écoulés dans le monde mortel et la vibe, ce n'est pas bonne. Mais le maître ne bouge pas un pincement de culpabilité, jure que tout était pour le karma, comme une excuse de mauvais film.
Seul, Kang Yue éclate de rire à gorge déployée de la supposée justice de son maître, comme si c'était une blague de mauvais goût. Et reçoit le rapport de ses gardes. Rien. Pas la moindre trace de sang tue au précipice. Aucune empreinte, aucun corps, rien. Alors il le déclare mort et célèbre comme s'il avait gagné un prix. Type « C'est bon, plus de problème !» De retour dans la ville de Linshui, les gens préparent leur panier avec espoir, prêts à recevoir la bénédiction du dieu de la fortune. Mais il y a un garçon dans la foule qui ne sourit pas, ne regarde qu'avec une gravité qui ne colle pas avec l'ambiance. Voici le début du voyage du parchemin du vent favorable. Si le pendentif de Santu vibre quand il est près de la vérité, faites vibrer votre téléphone en vous abonnant et en aimant cette vidéo pour que nous découvrions ensemble ce qui s'est vraiment passé avec le maître. Allez-y. Tout commence avec le parchemin du vent favorable, un objet si puissant qu'il rassemble tout sur son passage. Et tous les sorciers du monde deviennent fous de lui. Parce que si tu le trouves, ton souhait devient réalité. Et c'est trop tentant pour n'importe qui. C'est là qu'intervient Santu, un type obsédé par la recherche de son maître, le seigneur Xianzi, à cause d'une promesse faite quand ils étaient enfants. Genre, je te retrouverai, peu importe le temps qu'il faudra. Mais la situation dégénère quand Xianzi est accusé d'avoir volé le parchemin. Ils le détruisent devant Santu, brisent son âme et l'empêchent de se réincarner. C'était brutal. Santu erre des années à travers le monde des mortels, cherchant la moindre trace, le moindre signe, comme si sa vie en dépendait. Et en réalité, elle en dépend. Mais quand il finit par trouver quelqu'un identique, l'homme le regarde avec une froideur pure et lui lance qu'il n'est pas lui. Un coup bas qui le laisse comme un étranger, mais Santu reste déterminé, peu lui importe combien de temps cela prendra, ni combien de maudits complots se trament dans l'ombre, il récupérera ce lien à tout prix. Pour qu'il comprenne le risque, ce parchemin est le manuel de l'ordre naturel et le royaume céleste l'a scellé à clé afin de mettre fin une fois pour toutes à la guerre éternelle entre immortels et démons. Que Xianzi, un gardien respecté, ait tenté de le voler fut la trahison la plus grande. Une manœuvre qui brisa l'équilibre et le condamna à disparaître de l'existence. Santu se réveille de ce cauchemar sans fin, encore une fois voyant son maître s'éloigner devant ses yeux, comme si le traumatisme était une boucle qu'on ne peut pas arrêter. Des siècles ont passé, et même s'il est désormais un dragon céleste, possédant tout le pouvoir du monde, il ne se sent pas plus complet. Ce vide laissé par son maître est toujours là, comme si rien ne pouvait le combler, pas même un pouvoir absolu. Tous croient que l'âme du mentor a été complètement effacée, comme s'il n'avait jamais existé. Mais toi, tu n'y crois pas. Tu sens qu'il est toujours là, vibrante quelque part dans un coin du monde mortel, comme un écho qui ne s'éteint pas. Alors, sans plus attendre, Santu décide de descendre pour enquêter. Certain que l'histoire officielle sur la trahison de son maître est un mensonge, et maintenant il veut le prouver. Il ne laissera pas le passé rester un mur entre lui et la vérité. Pendant ce temps, en bas, sur la terre, l'homme à la flûte s'arrête en sentant une présence familière descendre depuis le haut. Il sait qu'on le suit, et l'air devient tendu comme si le monde entier retenait son souffle. Santu est déjà dans la forêt, prêt à affronter ce qui arrive. Le pendentif de jade commence à vibrer comme s'il était vivant, et paf, juste au moment où il en avait besoin, il a raison. Aucun doute, la piste est réelle, et il est presque au bout. En quelques pas, il va redevenir face à face avec son passé. Pendant que Santu descend dans le monde terrestre, nous faisons connaissance avec le immortel Qing Yu et son disciple Kang Yue, plongés profondément dans leur drame. Ils pensent que l'exécution d'Xianzi était une juste justice cosmique. L'ancien ne bat pas un cil, pas la moindre trace de culpabilité après tout, ça ne l'intéresse pas. Mais entre eux, une tension plane, du genre « je n'aime pas, mais je suis son disciple », et on sent clairement qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Après la réunion, Kang Yue lâche la bombe, c'est lui qui a tenté d'effacer Santu de la carte. Il l'a jeté du précipice depuis longtemps, comme de la poubelle. Là même, on entend « mon petit frère est mort, c'est fini ». Il fête comme si ce n'était plus un problème. Mais attention, tu n'as aucune idée de ce qui arrive. La scène saute à Linshui, où tout le monde est en pleine folie. Tous attendent que le dieu de la chance descende pour leur offrir la chance, comme si c'était un événement de masse. Au milieu du chaos du marché, un garçon mystérieux observe tout avec calme.
Le ciel se fend en deux tandis que cette divinité entre avec tout le hype autour d'elle. Santu suit la piste de son pendentif, comme si c'était un GPS du destin. Au milieu de cette marche, il se souvient du jour où on l'a jeté dans le vide et non, ce n'était pas un accident. Il en est plus que certain, l'exécution de son maître et le vol du parchemin sont pleins de secrets cachés. Pendant ce temps, au royaume céleste, Kang Yue va voir le vieil King Yu pour confirmer qu'on passait des siècles dans le monde mortel et l'ambiance, elle n'est pas bonne. Mais le maître ne bouge pas. Il n'a pas la moindre once de culpabilité et jure que tout cela est dû au karma, comme une excuse de mauvais film. Seul, Kang Yue éclate de rire, moquant la prétendue justice de son maître comme si c'était une blague de mauvais goût. Il reçoit le rapport de ses gardes, rien, pas la moindre trace de Santu sur le précipice, aucune empreinte, aucun corps, rien. Il le raye donc de la liste des morts et fête comme s'il avait remporté un prix. Genre, c'est bon, plus de problèmes. De retour dans la ville de Linshui, les gens préparent leur panier avec espoir, prêts à recevoir la bénédiction du dieu de la fortune. Mais il y a un garçon dans la foule qui ne sourit pas. Il observe tout avec une gravité qui ne correspond pas à l'ambiance générale. La pluie de bénédiction commence et la ville devient un chaos total parce que, si on les touche avec la main ou avec n'importe quoi d'autre que du bambou, ces poissons dorés fondent comme de la glace. Les gens ne comprennent rien, commencent à se bousculer, à se battre comme des fous par pure avidité, et à la fin, presque tous les poissons finissent par terre, ruinés. Du haut, la déesse Ruxu reste avec une tête de « non, non, non », parce que jadis les gens étaient plus humbles et recevaient davantage, mais maintenant, l'égoïsme a tout ruiné. Pendant que le chaos continue, un homme au regard de « je suis le plus malin » remarque qu'un enfant s'en va tôt avec seulement 3 poissons, et sans plus de cérémonie, décide de le suivre parce qu'il sent une vibe bizarre, cringe chez lui. Il le retient brusquement, du genre « t'as pas l'air si pressé, gamin ». Il lui demande pourquoi il se contente de si peu, le juge avec un sourire en coin de « je sais quelque chose que tu ignores » et se moque en disant qu'il a un pouvoir secret pour voir à travers le panier. L'enfant ressent une vibe si étrange qu'il n'en croit pas ses yeux, le fixe comme s'il allait sortir une arme et l'accuse de perversité pour regarder à travers les choses. Il le laisse là, figé comme un clown qui a perdu sa blague, tandis que l'enfant s'enfuit comme une éclair. Pendant ce temps, Santu arrive enfin à l'entrée de la ville de Linshui. Il ajuste son chapeau, se regarde dans le miroir de son esprit et dit « Prêt, on y va ». L'énergie de son maître est juste ici, donc pas d'excuse, il est temps de se plonger corps et âme à la recherche de réponses. Santu est déjà dans la ville, le cœur battant et l'instinct en éveil. Son pendentif en jade commence à vibrer comme s'il avait une vie propre. L'énergie du maître est réelle, mais elle n'est pas dans les maisons principales, elle est cachée. Avec un sourire qui laisse tout le village abasourdi, comme s'il était le roi du drame, il suit son instinct. Il découvre que la piste le mène directement vers les montagnes, et n'hésite pas une seconde. Il n'y a pas de temps à perdre. Pendant ce temps, le garçon qui s'est échappé de la foule arrive dans la forêt, le souffle court et le cœur au bord des lèvres. À bout de souffle, brûlant de chaleur, il saute dans le lac comme un héros de film d'action, persuadé que personne ne le voit. Mais le timing est catastrophique. Juste au moment où il adopte sa meilleure pose, je suis le garçon du lac. Santu apparaît comme un caméo terrifiant et il reste figé. Non, littéralement. Son visage passe de « qu'est-ce que je fais là ?» à « qu'est-ce que c'est que ça ?» parce qu'au dos du garçon, une marque rouge. Exactement comme celle que l'on avait mise à son maître il y a des millénaires. Sans pouvoir contrôler sa voix, il murmure « maître ». Il n'arrive pas à y croire. Sans réfléchir, il saute dans l'eau comme un dragon en urgence de s'assurer qu'il n'est pas fou. Santu se jette dans l'embrassade comme un désespéré, avec toute l'émotion du monde. Mais le garçon ne le connaît pas et le repousse d'un coup de tête si violent qu'il n'a même pas le temps de réagir. Il reste ensanglanté, le visage choqué. Un moment aussi gênant que l'air lui-même devient lourd. Pendant que Santu essaie encore de comprendre ce qui s'est passé, l'autre s'habille déjà rapidement, l'air de dire « ça dépasse tout ce que je peux gérer ». Et là, ça explose. « Qu'est-ce que tu as? Dis-moi ce qui t'arrive », en précisant au passage que même s'il s'appelle Exianzi, il n'est pas le seigneur que Santu cherche. Et là, Santu, la voix tremblante, commence à lui expliquer pour le saut sur son dos. Une marque de punition,
selon les rumeurs, qui le poursuit sans relâche à chaque renaissance. Au lieu de s'agiter, le garçon éclate de rire, comme s'il s'agissait d'une blague de mauvais goût. Il affronte la situation avec un regard de « et alors ?», car il ne croit en rien à cette histoire de vies antérieures. Il le laisse étendu, ensanglanté, le front en ruine, puis part s'occuper des poissons, en lui lançant que s'il ne veut pas que la prochaine fois il soit encore plus fort, il ferait mieux de déguerpir. Waouh, il s'est terminé comme un poisson rouge qui s'est fondu. Pour que ta chance ne parte pas à la poubelle comme ces poissons, appuie sur j'aime avec la force du bambou, abonne-toi pour activer tes yeux de dragon et commente quel manhwa tu veux voir ensuite. A plus. Chapter bx6.murderx6.emengage. Sang serre le collier de jade, cherchant la chaleur d'une promesse. Le seigneur Dianzi le regarde avec une froideur qui coupe sa respiration. Ce collier de jade brûle désormais pour marquer une âme effacée. Ton maître est le traître qui a brisé l'équilibre. Narration. Tout commence avec le parchemin du vent favorable, un objet si puissant qu'il rassemble tout sur son passage. Et tous les sorciers du monde deviennent fous à son sujet. Car si tu le trouves, ton désir devient réalité, et c'est trop tentant pour quiconque. C'est là que Santu entre en scène, un homme obsédé par la recherche de son maître, le seigneur Exianzi, à cause d'une promesse faite dans leur enfance. Type, je te retrouverai, peu importe le temps qu'il faudra. Mais tout bascule quand Exianzi est accusé d'avoir volé le parchemin. On le détruit devant Santu, déchire son âme, et le laisse sans possibilité de renaissance, brutal. Santu erre des années à travers le monde mortel, cherchant la moindre trace, le moindre signe, comme si sa vie en dépendait. Et en réalité, elle en dépend. Mais quand il finit par retrouver quelqu'un d'identique, l'homme le regarde avec une froideur pure et lui lance qu'il n'est pas lui, un coup bas qui le laisse comme un étranger. Pourtant, Santu reste déterminé. Peu importe combien de temps cela prendra, peu importe les complots dans l'ombre, il récupérera ce lien à tout prix. Pour comprendre le risque, ce parchemin est le manuel de l'ordre naturel, et le royaume céleste l'a scellé à clé pour en finir une fois pour toutes avec la guerre éternelle entre immortels et démons. Que Exianzi, un gardien respecté, ait tenté de le voler fut la trahison la plus grande, une manœuvre qui brisa l'équilibre et le condamna à disparaître de l'existence. Santu se réveille de cette cauchemar sans fin, encore une fois voyant son maître s'éloigner devant ses yeux, comme si le traumatisme était un cycle sans fin. Des siècles ont passé, et bien qu'il soit désormais un dragon céleste, possédant tout le pouvoir du monde, il ne se sent pas plus complet. Ce vide laissé par son maître est toujours là, comme si rien ne pouvait le combler, pas même un pouvoir absolu. Tous croient que l'âme de son maître a été effacée complètement, comme s'il n'avait jamais existé. Mais toi, tu ne le crois pas. Tu sens qu'elle est encore là, vibrante quelque part dans le monde mortel, comme un écho qui ne s'éteint pas. Alors, sans plus attendre, Santu décide de descendre pour enquêter. Il est sûr que l'histoire officielle sur la trahison de son maître est un mensonge, et maintenant, il veut le prouver. Il ne laissera pas le passé rester un mur entre lui et la vérité. Pendant ce temps, en bas, sur terre, l'homme à la flûte s'arrête en sentant une présence familière descendre du ciel. Il sait qu'on le suit, et l'air devient tendu, comme si tout le monde retenait son souffle. Santu est déjà dans la forêt, prêt à affronter ce qui vient. Le collier de jade commence à vibrer, comme s'il était vivant, et Pume, juste au moment où il en a besoin, il a raison. Aucun doute, la piste est réelle, et il est presque au bout. En quelques pas, il va de nouveau se retrouver face à son passé. Pendant que Santu descend dans le monde terrestre, nous faisons connaissance avec l'immortel Qingyu et son disciple Kang Yue, plongés dans leur propre drame. Il croit que l'exécution de Exianzi était une juste vengeance cosmique. L'ancien ne bouge pas une once de culpabilité, rien. Il s'en fiche. Mais entre eux, une tension plane, du genre « je n'aime pas ce type, mais je suis son disciple », et on sent qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Après la réunion, Kang Yue lance la bombe. C'est lui qui a tenté d'effacer Santu de la carte. Il l'a jeté du précipice il y a longtemps, comme de la poubelle. Là, il dit « Mon petit frère est mort, c'est fini ». Il célèbre comme s'il n'y avait plus de problème. Mais attention, tu n'as aucune idée de ce qui arrive. La scène saute à l'Enshui, où tout le monde est fou.
Tout le monde attend que le dieu de la fortune descende pour leur offrir chance, comme un événement de masse. Au milieu du chaos du marché, un garçon mystérieux observe tout calmement. Le ciel se fend en deux tandis que cette divinité entre avec tout le hype autour. Santu suit la piste de son collier, comme un GPS du destin. Et au milieu de cette marche, il se souvient du jour où on l'a jeté dans le vide. Non, ce n'était pas un accident. Il en est plus que sûr. L'exécution de son maître et le vol du parchemin sont pleins de merde cachée. Pendant ce temps, au royaume céleste, Kang Yue va voir l'ancien King Yu pour confirmer qu'on passait des siècles dans le monde mortel, et la vibe, ce n'est pas bonne. Mais le maître ne bouge pas un poil de culpabilité, jure que tout était pour le karma, comme une excuse de film de mauvais goût. Seul, Kang Yue éclate de rire aux éclats de la supposée justice de son maître, comme si c'était un mauvais blague, et reçoit le rapport de ses gardes. Rien, aucune trace de Santu au précipice, aucune empreinte, aucun corps, rien. Alors il le déclare mort et célèbre comme s'il avait gagné un prix, genre « c'est bon, plus de problème ». De retour dans la ville de Linsui, les gens préparent leur panier avec espoir, prêts à recevoir la bénédiction du dieu de la fortune. Mais il y a un garçon dans la foule qui ne sourit pas, ne regarde qu'avec une gravité qui ne colle pas avec l'ambiance. C'est ici que commence le voyage du parchemin du vent favorable. Si le collier de Santu vibre quand il est près de la vérité, faites vibrer votre téléphone en vous abonnant et en aimant cette vidéo pour que nous découvrions ensemble ce qui s'est vraiment passé avec le maître. Allez-y!